Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute. Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode où je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Virginie Bach, diététicienne libérale depuis 2019, aujourd'hui installée en Alsace à Colmar. Elle est spécialisée dans les alimentations végé, les troubles digestifs et les troubles des conduites alimentaires. Elle est membre du conseil scientifique de l'ONAV depuis 2020 et elle est aussi formatrice sur la thématique des alimentations végé auprès des pros de santé. Elle fait notamment partie de l'équipe enseignante du diplôme universitaire alimentation végétarienne de la Sorbonne. Elle propose aussi sur son site une formation en e-learning sur la prise en charge des patients et patientes végé ou souhaitant le devenir. Elle fait partie de ces personnes que je trouve incroyables et qui ne sont pas suffisamment mises en avant, comme mes autres invités d'ailleurs. Et pour la connaître, je sais qu'elle est d'habitude plutôt discrète, donc je suis d'autant plus touchée qu'elle ait accepté mon invitation sur ce podcast pour parler d'une de ses spécialités, les troubles digestifs et en particulier le syndrome de l'intestin irritable. Bonjour Virginie. Bonjour Magali, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour ton invitation et pour ta petite présentation qui me fait chaud au cœur. Voilà. Avec grand d'être là. Plaisir. Alors, on le sait, la population générale française ne consomme pas suffisamment de fibres. En végétalisant notre alimentation, cela permet de régler ce problème et cela entraîne des améliorations de santé sur le long terme, mais aussi sur le court terme au niveau digestif notamment. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, par exemple. Toute ma vie, toute mon existence, j'étais constipée. C'était un problème chez toutes les femmes de ma famille. Je pouvais facilement passer 3 jours sans faire caca. C'était ma normalité. Depuis que je suis végane, mon transit est réglé comme du papier à musique. Il ne se passe pas 24 heures sans que je délivre un joli petit caca. Mais ça ne se passe pas toujours aussi bien pour tout le monde. La transition vers une alimentation plus végétale peut aussi s'accompagner de troubles plus ou moins passagers. Des ballonnements, des crampes, des douleurs abdominales, un transit perturbé et tout ça peut être décourageant. Alors, juste pour rappel, il est tout à fait normal de péter. Selon le MSD, chaque personne produit généralement entre 13 et 21 flatulences par jour, ce qui représente pas moins de 0,5 à 1,5 litres. Certaines personnes en produisant moins et d'autres en produisant plus. Merci pour ces précisions. C'était important de le préciser, effectivement. Est-ce que l'apparition de troubles digestifs, donc des ballonnements, des crampes, des douleurs abdominales ou un transit perturbé, c'est systématique quand on végétalise son alimentation? Et quand ça arrive, qu'est-ce que tu conseilles à tes patients et patientes? Ok. Alors, non, c'est pas systématique du tout qu'il y ait des inconforts intestinaux à ce niveau-là quand on végétalise son alimentation. Et on peut observer dans certains cas, comme tu l'as très bien expliqué dans ta situation par exemple, une amélioration du transit intestinal. Parce que notamment, il va y avoir une consommation plus importante de fibres dans son alimentation. Et ça peut tout simplement être synonyme de meilleur équilibre du microbiote intestinal. Donc, ça peut être au contraire très positif dans le bien-être qu'on peut ressentir au niveau intestinal. Après, c'est vrai qu'il peut parfois y avoir certains troubles digestifs. Donc, tu les as cités, gaz, ballonnement, modification du transit intestinal, parmi les joyeusetés qu'on peut rencontrer dans ces cas-là. Donc, ils peuvent apparaître chez certaines personnes, notamment s'il y a une hausse brutale et importante de la consommation de fibres. Donc, voilà. Et puis après, alors... dans ce qu'on peut recommander quand ce type de trouble digestif se produit, déjà, j'ai envie de dire, c'est peut-être d'être patient, de laisser le temps
au microbiote de s'adapter à ces modifications alimentaires. Donc ça peut mettre entre quelques semaines et quelques mois parfois. En tout cas, c'est souvent transitoire. Dans les conseils généraux, déjà, d'y aller effectivement doucement avec la consommation de fibres de façon générale, d'essayer de les répartir sur la journée, de mâcher lentement, notamment par rapport aux légumes secs. Donc, ils sont très souvent pointés comme étant les responsables des inconforts qu'on a cités. Effectivement, ça peut être le cas. Donc, il faut commencer par des petites portions. Ne pas hésiter à les faire tremper plusieurs heures, voire une nuit. Rincer avant de les préparer, de les cuire, ou alors les acheter directement en conserve. On va éliminer le liquide de trempage, on les rincera et on pourra les réchauffer après. Donc ça, ça peut être une option. On peut aussi se diriger vers des légumes secs qui vont être ce qu'on appelle dépelliculés, c'est-à-dire qui vont être plus digestes. Donc des lentilles corail, des pois cassés par exemple, ou partir sur des formules, des préparations mixées, parce que les fibres vont être cassées. Donc rendre le plat, la préparation un petit peu plus digeste. Et enfin, je dirais ne pas oublier les aliments protéinés qui sont moins riches en fibres, mais qui ont des intérêts protéiques et également d'autres intérêts, d'autres nutriments. Donc je pense au tofu, au tempeh, au seitan, pour les végétariens, les œufs. Et les produits laitiers dans une certaine mesure. Donc voilà, on va dire que les problèmes peuvent être présents si effectivement on a une consommation importante de crus, de légumineuses, de céréales complètes. Donc voilà, tout ça c'est intéressant effectivement au niveau des apports nutritionnels. Mais voilà, comme je le disais, il faut essayer d'y aller progressivement. Ouais. Aller en douceur, à son rythme, intégrer progressivement, effectivement, le temps que le microbiote s'habitue, le système digestif, etc. Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que si les troubles digestifs persistent ou deviennent trop gênants, voire invalidants pour certaines personnes, il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin généraliste qui évaluera la situation et pourra prescrire des examens, réaliser des examens, une prise de sang ou adresser la personne à un gastro-entérologue qui va pouvoir explorer la présence potentielle d'une maladie. Et là-dessus, il faut faire un petit peu attention, notamment à l'autodiagnostic, parce que il y a certaines maladies qui peuvent avoir des symptômes relativement similaires. Donc, c'est important de se rapprocher d'un professionnel de santé pour essayer de voir ce qu'il en est précisément. Très bien. Et donc, parmi ces pathologies-là, il y en a une qui ressort beaucoup, qu'on entend fréquemment, qui est le syndrome de l'intestin irritable. Parce que c'est vrai qu'on peut facilement assimiler les symptômes digestifs qu'on peut ressentir à ce moment-là et qu'on a décrits avant à cette maladie-là. Mais c'est important, comme je le disais, de pouvoir avoir un diagnostic réel pour avoir une prise en charge adaptée. Ouais. D'où l'importance effectivement comme tu le disais, de ne pas s'auto-diagnostiquer et d'attendre un diagnostic en bonne et due forme, si possible auprès d'un gastro par exemple, qui fera tous les examens complémentaires et poser le bon diagnostic. Donc, effectivement, on parlait des autres maladies qui peuvent être confondues avec un syndrome de l'intestin irritable. Donc, je vais juste revenir vite fait sur ces autres troubles. Donc, il y a le SIBO, le Small Intestinal Bacterial Overgrowth, qui est en fait une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Donc là, en général, le traitement, il est antibiotique avec une modification de l'alimentation pour faire disparaître en quelques jours ou en quelques semaines ce trouble.
Il y a aussi la RCH, ou rectocolite hémorragique, qui est une maladie du gros intestin et du rectum, qui fait partie des MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Cette maladie, elle évolue par poussée imprévisible. Lorsqu'elle est prise en charge médicalement, la rectocolite hémorragique n'est pas une maladie grave, mais les poussées peuvent représenter une gêne dans la vie quotidienne. Il y a aussi la maladie de Crohn, qui est une maladie du tube digestif qui fait aussi partie des MICI. Elle évolue aussi par poussées imprévisibles, dont la fréquence et la sévérité sont variables selon les patientes et patients. Le traitement vise à soulager les poussées et à prévenir les rechutes. Il ne guérit pas la maladie, mais il permet aux patientes et aux patients de maintenir une qualité de vie satisfaisante. Dans la première saison du Dos de la cuillère, j'avais eu le plaisir d'interviewer Sheima Saou sur ce sujet. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver cette ressource. Et enfin, il y a le syndrome de l'intestin irritable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Oui, alors, le syndrome de l'intestin irritable, c'est ce qu'on appelle un trouble fonctionnel intestinal. On l'appelle encore parfois côlon irritable ou colopathie fonctionnelle. On peut encore croiser ces termes de temps en temps, mais celui maintenant qui fait un peu autorité, c'est syndrome de l'intestin irritable. Et donc, si on se rapproche de la définition officielle, c'est une maladie qui va se caractériser par des douleurs abdominales récurrentes, donc au moins une fois par semaine dans les 3 derniers mois, et par des altérations du transit intestinal, donc que ce soit constipation, diarrhée ou je dirais un mix des deux, sachant que l'ensemble de ces symptômes doivent être présents depuis au moins 6 mois et qu'il n'y ait aucune cause organique qui ait été identifiée au travers des examens. Ça veut dire que les examens sont en fait normaux et qu'il n'y a notamment pas de lésions visibles à ces examens. Ce qui peut amener certaines personnes à penser, à être perdues et à penser qu'elles n'ont, entre guillemets, rien. Mais ça fait partie, en fait, je dirais, du package, entre guillemets, du diagnostic. À savoir que, effectivement, les examens doivent être normaux et que tout un panel de symptômes doivent être présents. Donc, c'est une maladie qui est relativement fréquente, que ce soit dans le monde ou en France. On a entre 5 et 10% de la population qui serait touchée. Et elle est certainement encore largement sous-diagnostiquée. Elle toucherait surtout des femmes. Et en termes de gravité, c'est une pathologie qu'on pourrait qualifier de bénigne parce qu'il n'y a pas de risque augmenté de décès. Mais par contre, c'est une maladie qui peut impacter assez fortement la qualité de vie. Et comme je le disais tout à l'heure, qui peut être très invalidante, allant jusqu'à l'arrêt de travail parfois. Donc voilà. Et en termes de causes à cette pathologie, alors, il y a encore pas mal de zones d'ombre. Les connaissances avancent au fur et à mesure du temps et des années. On sait aujourd'hui que c'est une pathologie qui peut être aggravée par le stress et ou certains aliments, mais que ce ne sont pas des causes uniques, que c'est une pathologie qui est multifactorielle. Voilà, d'où les difficultés parfois à poser un diagnostic et ensuite à la prendre en charge, à la traiter. Et puis, c'est globalement, je dirais dans les grandes lignes, c'est une maladie qui va impliquer à la fois intestin et microbiote et aussi l'axe intestin-cerveau qui, si je schématise, ne communiquent plus correctement ensemble. Voilà. Oui, oui. Ouais. Et effectivement, cette difficulté pour de trouver des causes organiques à ce trouble fait qu'on a de nombreux témoignages de patientes et de patients en errance médicale parce que ils sont dans un état de souffrance et quand on regarde les résultats d'analyse, tout semble fonctionner et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, cette souffrance de ne pas avoir été comprise ou accompagnée pendant ces troubles, quoi. Cru, entendu, etc. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, quand
on pose ce diagnostic de syndrome de l'intestin irritable, du coup, les traitements sont la plupart du temps, on conseille de consulter un ou une diète, puisque finalement, les traitements thérapeutiques pour cette pathologie sont principalement hygiéno-diététiques. Est-ce que avec ce suivi-là, on obtient des résultats satisfaisants pour cette maladie qui quand même... moi, j'ai eu des témoignages aussi de patientes et patients qui vraiment avaient leur qualité de vie sacrément entamée à cause de cette maladie, pourtant considérée comme bénigne. Oui, tout à fait. Et puis, pour répondre à ta question, c'est vrai que la prise en charge diététique même vient en première ligne. C'est quand même assez intéressant pour le souligner et c'est bien documenté maintenant. Les études scientifiques parlent d'environ 70 à 80% d'efficacité, notamment avec la mise en place d'un protocole alimentaire spécifique et adapté, qu'on appelle le programme FODMAP, qui, à l'heure actuelle, est la stratégie la plus efficace, donc la stratégie thérapeutique la plus efficace contre le syndrome de l'intestin irritable. Ok, super. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. S'il y en a qui nous écoutent et qui souffrent de S2I, c'est 70 à 80% quand même. C'est quand même des beaux chiffres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce protocole FODMAPS ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que déjà peut-être parler de cet acronyme, parce que FODMAP est un acronyme anglais pour désigner certains glucides ou certaines familles de glucides à chaîne courte qui ont tendance à fermenter dans les intestins et donc à être responsable de certains symptômes pour les personnes notamment qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, mais sachant aussi que ces FODMAP sont précieux pour la santé intestinale. Et donc c'est bien pour cette raison-là que on peut, au travers du protocole que je vais expliquer tout de suite, les supprimer pendant un temps, mais on s'empressera de les réintroduire en fin de protocole, justement parce qu'ils sont importants pour l'équilibre du microbiote intestinal. Voilà. Oui, c'est tout l'intérêt et aussi le problème des fibres en général, c'est-à-dire qu'elles sont nécessaires pour l'organisme, pour le microbiote, etc., mais que, en trop grosse quantité ou mal équilibré, du coup, ça a des effets délétères qu'on connaît. Tout à fait, oui. Donc, du coup, comment ça se passe, ce parcours de soins au FODMAP ? Quel est le protocole ? Alors, déjà, c'est vrai qu'on a parlé d'une efficacité qui est quand même assez importante, 70 à 80%. Donc, sachant ça, c'est vrai que j'ai tendance à proposer ce programme en première intention aux personnes qui viennent me voir et qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Donc, évidemment, je commence par leur expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, et notamment, ça c'était très important de le retenir, que c'est un protocole temporaire, donc qui est cadré dans le temps avec un début et une fin, et qui contient plusieurs étapes. Donc si je souligne cet aspect-là, c'est parce que on voit quand même assez régulièrement sur les réseaux sociaux ou même dans le cabinet de certains thérapeutes, des tableaux distribués aux personnes qui sont en demande justement ou qui sont en recherche d'informations ou de solutions, des tableaux de listes d'aliments à supprimer sans aucune explication, où on peut en déduire que c'est quelque chose qu'il faut supprimer définitivement de son alimentation. Alors que c'est pas le principe du tout. C'est pour ça que moi j'évite de parler de régime FODMAP, que je parle plus facilement de programme FODMAP ou de protocole FODMAP, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est comme une thérapie diététique temporaire. C'est vrai qu'en plus, souvent, les patientes et patients, ils ressentent un bien-être quand ils suppriment
sans accompagnement les aliments de cette liste, etc. Puisqu'effectivement, du coup, ils ont une alimentation qui ne contient plus ces fibres dont on disait juste avant qu'elles étaient nécessaires. Et ce soulagement qu'ils et elles peuvent ressentir, c'est aussi tout à fait normal et humain de vouloir le prolonger et de se priver sur le long terme et d'accepter ce régime hyper restrictif et contraignant sous prétexte d'être soulagé en fait. Complètement. Et quand on dit que c'est important de les réintroduire, c'est parce qu'en fait, sur le court terme, effectivement, ça va apporter un soulagement parfois très important. Mais sur le moyen et sur le long terme, le fait de supprimer les FODMAP de son alimentation, ça peut dégrader la santé intestinale. Donc, d'où l'importance de la phase de réintroduction. Donc, du coup, voilà. je te laisse, si tu veux bien nous décrire un petit peu les différentes phases. Les différentes étapes, oui, bien sûr. Donc, la première étape, elle dure en général quelques semaines et c'est dans cette phase-là qu'on va supprimer la consommation de tous les aliments les plus riches en FODMAP. Au bout de cette étape, déjà on regarde si la personne se sent mieux, parce que la condition pour passer au test alimentaire, c'est quand même qu'il n'y ait plus de symptômes, ou du moins qu'il y en ait beaucoup moins qu'avant le programme. Et quand cette étape est validée, donc entre le patient ou la patiente et le diète ou la diète, on peut ensuite passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est la phase de test alimentaire où on va pouvoir tester chaque famille de FODMAP l'une après l'autre pour déterminer les seuils de tolérance de chaque famille et identifier là où les familles de FODMAP qui peuvent être responsables des symptômes. Donc c'est la phase un peu centrale du programme. Et puis ensuite, la troisième étape qui finalement est un retour autant que possible à l'alimentation normale, où on va réintroduire un maximum d'aliments riches en FODMAP en tenant compte des résultats qui ont été apportés pendant la deuxième phase du programme et en fonction des tolérances du patient ou de la patiente. Donc, au final, le but, c'est de manger mieux, de manger plus varié, en essayant de limiter au maximum l'anxiété alimentaire, qui peut être reliée aussi à tout ce tableau symptomatique, et en diminuant les symptômes par rapport à avant le programme. Voilà. Et donc, ce n'est pas du tout un protocole d'élimination d'aliments. Non. Au contraire, le but à la fin, c'est de pouvoir manger un max de choses sans souffrir, en fait. Exactement. Tout simplement. Et du coup, là, donc, tu décris plusieurs étapes. Ça représente combien de temps à peu près, juste pour avoir un ordre d'idée ? Alors, ça peut être variable, notamment sur la deuxième phase. Alors, la première phase, elle dure classiquement entre 4 et 10 semaines. Je dirais 6 semaines en moyenne. La deuxième phase, c'est cette phase-là qui est très variable en fonction des symptômes et des résultats qui vont être apportés sur chaque test. Mais au total, le programme complet, il dure quelques mois. Sachant qu'il peut être raccourci ou assoupli dans certains cas. Par exemple, quand il y a une forte suspicion préexistante au programme sur une famille de FODMAP, où là, on va surtout orienter le travail sur cette famille de FODMAP, ou alors quand la personne peut avoir un rapport un peu compliqué à la nourriture, là aussi, ça peut parfois être un petit peu raccourci ou assoupli. Donc, c'est au cas par cas. Voilà. Ok. Très bien. Et la phase de réintroduction, c'est aussi variable La phase de réintroduction, alors, en général, après, quand les tests sont terminés, il faut encore prêter un petit peu attention aux FODMAP et à ne pas faire trop de croisements entre eux sur une période d'environ 1 mois.
Mais comme je disais, la troisième étape, c'est surtout retour progressif à la normale, sachant que cette troisième étape, elle a tendance à être moins protocolaire, moins cadrée que les 2 premières étapes. Donc voilà. Mais je dirais qu'en général, il faut compter quelques mois pour faire le programme complet. Ok, super. Donc on voit que c'est un parcours quand même relativement long. C'est vrai que dans la majorité des cas, moi je propose le programme complet tel qu'il a été pensé et mis sur pied par donc la Monash University, donc il y a une université en Australie, à Melbourne, et qui a mis en place ce programme en 2005, je crois. Donc voilà, l'intérêt, c'est justement de ne pas ancrer des fausses croyances alimentaires que certaines personnes peuvent avoir, et d'essayer de faire le tri de façon très méthodique pour essayer d'y voir clair. Voilà, tout à fait. Et oui, parce qu'un ou une patiente pourrait arriver en te disant moi je sais que c'est ça qui me rend malade à chaque fois, etc. Et puis en fait, c'est pas le cas, et du coup ça prend du retard dans le protocole s'il avait été fait depuis le début comme il faut. Exactement. Et puis le programme peut amener, et moi je le constate très souvent chez mes patients et patientes, des surprises, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, au niveau des tolérances et des intolérances alimentaires. Donc d'où l'intérêt de pouvoir mener ce programme complètement. Voilà. Et ouais, carrément. Donc oui, on a parlé là de ces listes d'aliments interdits car contiennent des FODMAP qu'on peut trouver sur Internet ou dans certains cabinets. Et parce que en fait, c'est vrai que les chances de succès de ce protocole, quand même, elles augmentent avec un accompagnement par des personnes qui sont formées sur le sujet. Est-ce que tu peux expliquer, moi ça me paraît évident, mais revenir un peu sur les raisons qui font que se faire accompagner par un ou une diète formée sur ce protocole notamment permet d'augmenter les chances de succès du traitement? Alors tout à fait, et je dirais même plus, ça a été validé au travers d'une étude scientifique qui a été menée par rapport au programme FODMAP, mené seul et accompagné par un diététicien, une diététicienne, et les résultats sont sans appel. Le taux d'efficacité augmente assez largement quand on bénéficie d'un accompagnement diététique que lorsqu'on essaie de le faire seul. Et ça s'explique par plusieurs éléments, parce que l'accompagnement peut se faire à plusieurs niveaux. Donc la première chose qui va être importante, nous, en tant que diététiciens et diététiciennes, c'est de pouvoir garantir l'équilibre nutritionnel de la personne qui suit ce programme, d'éviter les carences et de veiller au respect du programme FODMAP. Dans ce lot-là, je dirais aussi qu'il y a le fait d'éviter à ce que la personne tombe dans des surrestrictions ou des évictions alimentaires infondées. Donc de bien expliquer, comme on l'a fait tout à l'heure, en quoi consiste ce programme et aussi ce qu'il n'est pas. De pouvoir proposer un côté pratique, des menus pour les personnes qui en ressentent le besoin. Évidemment, de répondre aux questions qui peuvent être assez nombreuses en début de suivi, notamment. Et à côté de ce travail, je dirais, nutritionnel diététique, il y a aussi un travail comportemental à mener, puisqu'on va aider à dédramatiser, en fait, ce programme, à rassurer, et puis à travailler sur les éventuelles anxiétés alimentaires qui peuvent être fréquentes dans ce type de situation. Donc voilà, parce qu'il peut y avoir quand même beaucoup de stress, notamment des personnes qui s'imaginent que au moindre écart, il faut tout recommencer, ou voilà, alors que ce n'est pas le cas, et qu'on imagine bien que sur quelques mois, à peu près personne ne peut faire 0 écart sur l'ensemble du programme. Donc je dirais que l'idée, c'est d'apporter un soutien global aux patients et patientes par le fait de pouvoir apporter un cadre
informatif et aussi psychologique, quoi. Voilà. Ouais. Et pour ça nécessite d'être formé sur ce protocole spécifiquement et de ne pas s'improviser. Complètement. C'est important effectivement d'avoir tous les outils, toutes les ressources pour pouvoir accompagner effectivement correctement. Du coup, est-ce qu'il y a des cas où le protocole FODMAP n'est pas adapté ? Alors oui, je dirais qu'il y a quand même des contre-indications. Il y en a pas énormément, mais j'en vois notamment 2. La première contre-indication, c'est en cas de trouble des conduites alimentaires aigus, où là, il vaudrait mieux pas se lancer dans un programme qui peut être vécu comme quelque chose de restrictif, et aussi pour des personnes qui sont en situation de dénutrition. C'est pas non plus un programme qui va être adapté. En dehors des situations, évidemment, il y a d'autres maladies qui peuvent être suspectées. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il vaut mieux que le diagnostic ait été établi ou au moins qu'il soit en cours pour pouvoir se lancer dans un programme FODMAP. Après, il y a aussi d'autres situations où le programme peut être un petit peu plus difficile à appliquer concrètement, notamment quand les personnes vont dépendre d'une structure, d'une cantine ou de personnes même par rapport à leur repas, Oui. où le contenu de ces repas ne va pas pouvoir être maîtrisé, et donc où l'application du programme FODMAP va être délicate, voire impossible. Donc ça, je dirais que c'est contre-indication et difficulté d'application. Et puis après, il y a peut-être un autre groupe de personnes où le programme FODMAP est possible, mais où il faudra être un peu prudent, un peu vigilant par rapport à ces catégories-là. Donc je pense notamment aux personnes qui ont eu des troubles alimentaires. Donc les troubles alimentaires sont apaisés. La relation à l'alimentation est adaptée, mais par contre, il faudra être dans un échange assez poussé avec la patiente ou le patient pour recueillir ses ressentis et la façon dont elle peut vivre ce programme. Avoir aussi un certain angle d'approche et de présentation du programme pour essayer de supprimer toute pression par rapport à ce programme et ne pas le présenter comme quelque chose comme quelque chose qui pourrait s'apparenter à un régime restrictif. Mais voilà, laisser vraiment la possibilité à la personne de quitter en plus le programme si jamais c'est pas OK pour elle. Donc voilà. Et puis les dernières certaines populations aussi où il faut être évidemment vigilant, ça va être les femmes enceintes, adolescents et enfants. Où là, je dirais pas que le programme FODMAP n'est pas possible à mener, mais voilà, ça nécessite d'être plus attentif. Il est plus compliqué. Oui. Ok, très bien. Et donc, dans ces cas où la mise en place de ce protocole FODMAP n'est pas adapté, n'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut quand même proposer à nos patientes et patients ? Est-ce qu'il y a quand même des alternatives ? Alors oui, il y en a plusieurs, et c'est à la fois quand ce programme n'est pas possible, ou alors quand il n'a pas fonctionné. Parce que tu sais, quand je déroulais tout à l'heure les étapes du programme FODMAP, en fin de première étape, soit c'est concluant, on peut passer à la deuxième, à la phase de test, soit ça n'a pas suffisamment fonctionné, il y a encore trop de symptômes qui sont présents. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a une panoplie d'autres choses à tester, à commencer par le psyllium blond, par exemple, qui est un excellent régulateur du transit intestinal et qui peut être, je dirais, introduit progressivement dans l'alimentation, en parallèle d'une bonne hydratation. Ou alors, notamment dans les cas spécifiquement de constipation, on peut tester la consommation de graines de lin
Et donc là encore, ça sera introduction progressive dans l'alimentation. On commence par des petites quantités et on fait attention à bien s'hydrater aussi pour que et le psyllium, ou le psyllium ou les graines de lin puissent faire leurs effets correctement. Donc ça, je dirais que c'est peut-être les premières choses à tester, mais on peut aussi faire un travail autour de l'hygiène de vie en général. À commencer par, c'est notre travail, l'équilibre alimentaire. Donc, faire un focus sur les apports en fibres, essayer d'optimiser ces apports en fibres. Éviter les repas volumineux, les gros repas, les excès de caféine, par exemple. C'est souvent ce qui peut ressortir dans les études, dans les connaissances qu'on a à l'heure actuelle par rapport au syndrome de l'intestin irritable. Et dans hygiène de vie, et mentionner aussi l'activité physique à partir du moment où elle est pratiquée de façon régulière et qu'elle est à intensité légère à modérée. Voilà. Et puis après, on peut aussi encourager à suivre une thérapie psy, donc notamment suivre une thérapie comportementale et cognitive, donc TCC, qui est aussi mise en avant par rapport à cette hygiène de vie et aux bénéfices qui peuvent être observés par rapport à l'alimentation, par rapport au syndrome de l'intestin irritable. Voilà. En dehors de ça, donc il y a les traitements médicamenteux. Alors là, c'est plutôt le travail du médecin ou du gastro-entérologue pour soulager les symptômes. Il y a différents traitements qui peuvent être testés. Les probiotiques sont souvent cités et qui sont effectivement qui représentent une piste prometteuse, mais encore préliminaire. Ça reste un petit peu flou en termes de type de souche qu'il faudrait utiliser, de posologie, etc. Donc, on sait qu'il y a des liens importants avec le microbiote par rapport à cette maladie. Donc, les probiotiques pourraient être intéressants, mais pour le moment, c'est pas forcément piste prioritaire. Et enfin, l'hypnose aussi, qui a une efficacité documentée sur un temps assez long après les séances. À partir du moment où on a affaire à un bon thérapeute. Voilà. Parfait. Ouais. Très bien. Et ce sont des conseils qui peuvent aussi se conjuguer avec le protocole FODMAP, l'activité physique, le psyllium, etc., la thérapie. Complètement. Ouais. Ça, qui peuvent être, pour certains d'entre eux, mise en place en même temps que le programme ou pour certaines choses après, en fin de programme. Donc, ouais. Super. Parfait. Je repense à la liste des contre-indications de ce protocole. Oui. Et il ne me semble pas que tu aies cité les alimentations végétales. Donc, du coup, est-ce qu'il y a quand même des adaptations ou des points de vigilance du protocole FODMAP dans le cadre d'une alimentation végétarienne ou végétalienne? Alors, tu as bien suivi, Magali, puisque effectivement, oui, j'écoute. Les alimentations végé ne font pas partie des contre-indications au programme FODMAP. Donc, c'est tout à fait possible de suivre un tel programme en étant végétarien, végétarienne ou même en suivant une alimentation végétalienne. Je suis moi-même beaucoup de patients et patientes dans ces contextes-là. Mais par contre, voilà, il va y avoir certains points de vigilance, certains aspects qui vont être un petit peu plus délicats pendant ce programme. Donc, je pense notamment aux apports en protéines qui vont être plus limités par le fait que presque l'ensemble des légumineuses vont être écartées pendant le programme. Donc, le choix des aliments protéinés va être bien plus limité, et en termes de quantité générale et en termes de choix. Il va nous rester quand même le tofu ferme nature, les légumes secs, certains d'entre eux en petite quantité, certains fruits à coque
comme les cacahuètes, les graines de courge, certaines céréales et pseudo-céréales, je pense notamment au quinoa et au sarrasin. Le seitan est également possible à consommer, et pour les végétariens, on a toujours les œufs et certains produits laitiers. Donc ça, c'est pour les apports en protéines. Le deuxième aspect, peut-être un petit peu délicat, qui va concerner plus les personnes végétaliennes, ça va être le calcium, de couvrir ses besoins en calcium. Aussi parce que la plupart des légumineuses vont être mises de côté. Mais on va pouvoir se tourner vers le tofu, certains légumes secs en petite quantité, des boissons végétales, donc riz, amandes enrichis en calcium, le sésame, les amandes. Et on peut aussi choisir de se supplémenter avec des petites quantités de calcium pendant cette période-là, parce que je rappelle quand même que ces points d'attention sont ponctuels, étant donné que le programme FODMAP est un programme ponctuel. Donc, dans l'idée, c'est de se faire accompagner pour faire en sorte que le programme n'occasionne pas de carences trop importantes, mais ce sont des choses qui sont tout à fait gérables le temps du programme. Oui, carrément. Carrément. Et du coup, tu parlais du gluten, du seitan, qui peut être une source intéressante de protéines dans le cadre de ce programme. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de patients, de patientes et même de proches qui pensent avoir une intolérance au gluten parce qu'ils constatent que quand ils consomment des produits à base de blé, ça leur provoque des ballonnements ou des troubles. Alors qu'en réalité, ces troubles pourraient être liés non pas au gluten qui est contenu dans le blé, mais au fructane qui fait partie des FODMAP et qui peut générer ces troubles-là. Et donc, c'est super dommage parce que quand on est végétarien, du coup, le seitan, qui est une source de protéines à base de gluten, va être écarté d'alimentation, pour rien finalement, puisque c'est pas le gluten qui est en cause, à condition évidemment de pas avoir une vraie intolérance ou une maladie cœliaque, mais souvent c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, moi la première, j'ai une légère intolérance au fructane, ce qui fait que si je mange trop de pain, de pâte à pizza, etc. sur une journée, je vais pas me sentir super bien. Mais par contre, le seitan, je pourrais m'en manger toute la journée, quoi. Oui. Donc, voilà. Donc, du coup, est-ce que si c'est toi qui me dis, peut-être que les gens vont bien vouloir me croire? Oui, mais je valide complètement tout ce que tu viens de dire. Je rencontre très souvent cette confusion dans le discours de mes patients et patientes, et je le comprends, parce que il faut savoir que dans le blé, comme tu l'as expliqué, il y a une partie protéique qui va être le gluten, et une partie glucidique qu'on appelle dans le blé les fructanes, qui sont les FODMAP du blé. Et il se trouve qu'on peut être sensible, intolérant à l'un ou à l'autre. Dans certains cas, aux deux, c'est vrai, mais il y a beaucoup de cas où l'intolérance, elle va être concentrée sur les fructanes, effectivement, et pas sur le gluten. Donc, dans le cas d'alimentation végé, c'est intéressant de pouvoir faire le distinguo, parce que dans la partie protéique notamment, comme tu l'as dit, le seitan, c'est vraiment une très bonne option, et ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Merci. Et je crois avoir lu j'avais lu des articles où j'avais vu sur Internet que certaines personnes estiment que les alimentations végé peuvent déclencher des syndromes de l'intestin irritable. Oui. Alors, ça c'est encore... Qu'est-ce qu'on leur répond ? Alors, on leur répond déjà que on a très très peu d'études sur le sujet, et que les études que l'on a à notre disposition, elles ne montrent pas de lien de causalité entre les deux. Par contre, c'est vrai que une augmentation de la consommation de fibres pourrait constituer un facteur de risque
du syndrome de l'intestin irritable dans certains contextes. Parce que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est une pathologie multifactorielle, donc ça peut faire partie des facteurs. Mais globalement, quand je dis dans certains contextes, ça peut être dans des contextes de ce qu'on va appeler une dysbiose initiale, c'est-à-dire que le microbiote peut être déséquilibré. Alors, il peut être déséquilibré par différents facteurs aussi. Parfois, c'est en lien avec un trauma. Parfois, ça peut être en lien avec des infections virales ou bactériennes. Parfois, ça peut être en lien avec des alimentations qui étaient potentiellement pauvres en fibres. Ça peut être tout un tas de raisons. Et puis, dans la plupart des cas, on n'identifie pas de déclencheur, en tout cas initial, à la pathologie. Mais voilà. Et puis, au global, je souligne quand même qu'une alimentation à dominante végétale est bénéfique pour le microbiote et la santé intestinale. Ça, c'est bien documenté. Avec il n'y a pas trop de doute. Voilà, avec notamment une diminution du risque de développer des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc voilà, il y a d'un côté, on a encore besoin d'études parce qu'on en a très peu, et puis de l'autre, des données qui sont bien établies. Ok, super. Quelle formation tu conseilles pour les diètes qui nous écoutent et qui souhaiteraient se spécialiser dans les troubles digestifs et notamment le protocole FODMAP? Oui. Alors, il existe plusieurs formations à l'heure actuelle sur ce sujet, parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est vrai que en première ligne, on va retrouver la prise en charge diététique par rapport au syndrome de l'intestin irritable. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant et important de se former sur ce sujet-là. La formation de référence, c'est quand même celle qui est délivrée directement par l'Université de la Monash, donc qui est une formation disponible en ligne, qui est adressée aux professionnels de la nutrition et qui, depuis quelque temps, est disponible en français. Moi, j'avais eu le grand plaisir de la passer en anglais. Voilà. Et pour les personnes qui, de l'autre côté de la barrière, cherchent un professionnel de santé qui soit formé, la Monash propose aussi un annuaire en ligne des professionnels de santé qui ont validé la formation. Et ce que je pourrais recommander aussi, c'est d'aller consulter le site de l'APSI, qui est l'association de patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable, où il peut y avoir aussi pas mal d'informations. Et il me semble aussi qu'ils ont un annuaire, donc voilà. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Super Virginie, merci beaucoup pour toutes ces explications. Il y a une question que je pose à mes invités quand j'y pense, parce qu'il y a eu quelques interviews où j'ai complètement zappé, mais c'est vrai que je voulais te demander quel était ton plat végé préféré, ou ton resto, ou ton ingrédient. Ouais. Voilà. Alors, mon plat préféré, c'est très compliqué de répondre à un plat préféré, parce que voilà. J'aime manger. Je suis plutôt gourmande, mais on va dire que ce que j'adore, c'est un plat tout simple de pâtes au pesto avec les petites tomates cerises. Ça, vraiment, pour moi, c'est à tomber par terre. Et si je veux être un petit peu plus régionale, donc Alsace, je dirais une bonne petite tarte flambée en version végétale avec tofu fumé, oignons et crème de soja. C'est parfait, c'est relativement facile à faire maison. Donc voilà, excuse-moi, je t'ai répondu par 2 plats. Ouais, comme tu as essayé de gruger, là. Voilà. Voilà, donc si vous voulez la recette de la tarte flambée végétale de Virginie, vous avez qu'à commenter. Et s'il y a suffisamment de questions, je ferai remonter vos demandes. Avec plaisir. Merci beaucoup Virginie. Je t'en prie. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te consulter ou te contacter ?
Alors, le plus simple, c'est sur mon site internet, voilà, à la fois voilà, virginiebac.fr, donc c'est tout attaché. Pareil, je mettrai dans les ressources de tout à l'épisode. fait, à la fois pour les personnes qui, souhaitent, réserver une consultation ou pour les professionnels de santé, qui, veulent un petit peu voir ce que je propose et puis sinon, je vais être surtout active sur LinkedIn, hein, pas trop sur les autres, réseaux sociaux. Voilà. Oui, ok, super. Et juste avant qu'on se quitte, du coup, est-ce que tu as une actualité dont tu aimerais parler Je propose depuis quelque temps déjà une formation en e-learning, destinée aux professionnels de santé, donc diététiciens, diététiciennes et médecins, sur la thématique, des alimentations végétariennes. Donc c'est vrai que c'est une formation que j'ai souhaité, assez complète, pour permettre, voilà, pour permettre, à ceux et celles qui le souhaitent, d'accompagner, des personnes, végétariennes, ou souhaitant le devenir, dans différents contextes, donc voilà, on retrouve, tout ça sur mon site internet. Et si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast, vous savez tout le bien que je pense de cette formation. Et si ce n'est pas le cas, vous retrouverez de toute façon une vidéo de ma bouille en train d'en parler sur la page de présentation de la formation sur le site de Virginie. Tout à fait. Voilà. Merci. Et tout est là. Merci Magali, merci beaucoup. Mais merci à toi, merci de nous avoir donné de ton temps et puis pour toutes ces explications, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes et voilà, tu nous as donné plein d'infos super intéressantes, donc merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page Magali le dos de la cuillère ou par mail à l'adresse coucou@ledosdelacuillère.fr. T'as pas du tout parlé de S2I. Ah non. Je continue alors si tu veux. Allez. Vas-y. Fallait qu'il enregistre. Putain. Bon, bref. En plus du métal, quoi. Mais oui. C'est drôle, ça aurait pu être la petite berceuse ou quoi, mais non. Waouh. C'est cool. Non, des gens qui crient. Eh ben, c'est bien. Oh, putain. Bon, allez. Alors, je vais le faire, mais avant, je voulais quand même dire. Oui. Je suis désolée, mais en fait, tu sais, quand j'ai dit, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, quand tu l'as détaillé, et tu l'avais pas encore fait, on en a parlé avant d'enregistrer. Oui, donc, est-ce qu'il faut que je recommence cette partie-là? Oh non, ça va. Tu vois, par exemple, cette phrase, elle est partie complètement en live. Je recommence. Alors. C'est pas marqué, merde. Ok, alors Magali, on continue. Oui. Et donc, on avait dit quoi? On avait dit quoi? Oui, alors c'est vrai que... alors, je recommence. Je réfléchis en même temps. Ce qu'il n'est pas, aussi. Ah merde. J'avais oublié que j'avais un autre téléphone. Ah, vas-y. Non. Je me suis dit, mince, j'ai oublié un truc. Protocole FODMAPs. Ça, je sais pas pourquoi je dis FODMAPs, mais j'ai envie de rajouter un S à chaque fois. Mais tu peux, en fait. Je crois que tout se dit. Ah. Il y en a qui disent, okay. Il y en a qui disent aussi FoodMap, mais c'est pas FoodMap. C'est c'est mignon. Alors là, je vais appuyer sur le bouton stop et là, je commence à avoir des suées. Stop. Allez, j'appuie. Tu es témoin, j'appuie.